Bonjour les CM1, nous sommes le vendredi. J'ai vraiment un problème de date. Vous êtes d'accord les enfants? Nous sommes le vendredi 16 mai, hein. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai peur maintenant. Mais non! Nous sommes le vendredi 15 mai. N'importe quoi. Ok, c'est bon, on peut démarrer. Nous sommes le vendredi 15 mai, on va commencer par les grandeurs et mesures. Je vous laisse faire les traits rouges comme d'habitude, écrire grandeur et mesure et on va travailler ensemble sur quelque chose de nouveau. De nouveau, que vous utilisez tous les jours, qui sont les mesures de masse, d'accord. Donc on va commencer par un petit cherchon. Vous avez une petite image ici assez rigolote avec une maman, un papa, un petit bébé et une petite fille qui partent visiblement en voyage à mon avis. Et nous avons l'ascenseur qui va accueillir tout ce beau monde. Mais l'ascenseur, vous savez, il y a toujours un poids à l'intérieur, un poids maximal. Vous pourrez regarder, il y a toujours une petite étiquette avec un poids maximal. Et là, le poids maximal est de 250 kg. D'accord? Si on utilise plus de 250 kg, ça peut être dangereux. L'ascenseur peut ne pas tenir le coup. Donc, on voudrait savoir, avant de mettre toute la famille dans l'ascenseur, si ils vont pouvoir, avec tout leur bagage, rentrer dans cet ascenseur sans risque de sécurité. À vous de calculer ça. Attention, nous avons des grammes, des kilogrammes. Il va falloir essayer de vous débrouiller tout seul. Et ensuite, on va voir comment on pouvait faire. Je vous laisse essayer de réfléchir seul. Alors, on va essayer de corriger ça sans vous donner tout de suite la solution. Puisqu'on a plein de solutions, même quand on ne connaît pas la meilleure manière de le faire, on a toujours une solution. Donc on a notre ascenseur qui fait 250 kg, on va essayer d'additionner tout le monde. Donc la maman, elle fait 65 kg. Plus le papa qui fait 80 kg, plus le bébé qui fait 8 kg, et la petite fille qui fait 27 kg. Là, on va pas s'amuser à poser l'opération ensemble, puisque vous savez très très bien le faire. Donc moi, je vais la poser de mon côté. Alors, 65 plus 80 plus 8 plus 27. Ça nous fait 180 kilos. Donc ça, c'est juste les personnes. D'accord? Maintenant, on va essayer de calculer les bagages. Les bagages, le problème, c'est qu'on a des grammes et des kilos. Moi, je peux vous donner un indice, c'est que 1 kilo, c'est 1000 grammes. 1 kilo, c'est 1000 grammes. On va calculer les grammes d'abord. Donc, 500 grammes, plus encore 500 grammes. Je pars des bagages du haut, puis je descends. 750 grammes, plus 750 grammes, plus encore 750 grammes, plus 750 grammes. On aurait pu faire x4, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais c'est pas grave. Plus 30 kilos, plus 15 kilos. Alors, comment je fais ? Je vous ai dit, 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc 30 kilos, c'est 30 000 grammes. D'accord ? 15 kilos, c'est 15 000 grammes. Donc on va avoir un résultat en grammes puisqu'on a additionné que des grammes ensemble. Donc on va faire l'opération 500 plus 500 plus 750 plus 750 plus 750 plus 750 plus 30 000 plus 15 000. Ce qui nous fait 49 000. 49 000 quoi ? Grammes. Et ça, ce sont pour les bagages. Sauf que là, j'ai des grammes et là, j'ai des kilos. Donc ça me dérange. Comment je pourrais transformer 49 000 grammes en kilos ? Je vous ai dit, 1 kilo, c'est 1000 grammes. Donc, 49 000, si j'enlève les 1000, ça me fait 49 kilogrammes. Donc, j'ai les personnes qui pèsent 180, les bagages qui pèsent 49. Je vais additionner les deux. 180 plus 49. Et là, ce sont des kilos plus des kilos, donc j'ai le droit. 180 plus 49, j'obtiens 229 kilos. Maintenant, on me dit que le poids de l'ascenseur autorisé est 250 kilos. Est-ce que cette famille peut emprunter l'ascenseur tranquillement ? Oui, la famille peut emprunter cet ascenseur
car le total pèse 229 kg, ce qui est moins de 250 kg. Tout simplement. Alors cette histoire de grammes et de 1000 kg et de 1000 grammes, vous allez voir, on va le revoir juste après. On va lire ensemble le je retiens. Pour comparer ou calculer des mesures de masse, il faut les convertir dans la même unité. D'accord ? On ne peut pas additionner 1 kg avec 1 gramme. D'accord ? Ça va nous faire quoi alors ? Des grammilos ? On ne peut pas. La principale unité de mesure de masse, c'est le gramme. Les sous-multiples du gramme sont le décigramme, le centigramme et le milligramme. Ça doit vous rappeler le décimètre, le centimètre et le millimètre. D'accord ? C'est pareil. Donc 1 gramme, c'est 10 décigrammes, d'accord ? Ou on peut dire que le décigramme, c'est 10 fois plus petit qu'un gramme. Le centigramme, c'est 100 fois plus petit qu'un gramme. Et le milligramme, c'est 1000 fois plus petit qu'un gramme. Les multiples du gramme, même chose, on va dans l'autre sens. Comme le décamètre, l'hectomètre et le kilomètre, on a le décagramme qui est 10 fois plus grand, l'hectogramme qui est 100 fois plus grand et le kilogramme qui est 1000 fois plus grand qu'un gramme. On peut utiliser le tableau de conversion, d'accord ? C'est le même que pour les mètres. Si vous savez faire celui des mètres, vous savez faire celui des grammes. Une autre mesure de masse est couramment utilisée, la tonne. Et la tonne, elle n'est pas dans le tableau puisqu'elle est bien plus grande encore. Une tonne, c'est 1000 kilos. D'accord ? Donc on verra après comment on la place dans le tableau. Mais une tonne, c'est 1000 kilos. Vous allez faire ces deux petits exercices. Premier exercice, vrai ou faux. Tout simplement, vous répondez vrai ou faux, A, B, C, D. Le kilo est 1000 fois plus grand que le gramme. Un hectogramme équivaut à 100 grammes. Le gramme est 1000 fois plus petit que le kilogramme. Et une tonne, c'est 1000 kilos. Donc là, je vous invite soit à aller revoir le je retiens qu'on vient de lire ensemble sur la vidéo, soit à faire votre tableau et à essayer pour répondre. C'est vous qui voyez votre stratégie. En tout cas, vous mettez vrai ou faux. Et ensuite, l'exercice 6 calcule en grammes, attention, on ne veut pas les kilos, on veut des grammes, la masse de chaque aliment. Vous avez vu, le fromage, on l'a mis sur la balance, il pèse ça. L'autre fromage, là, le triangulaire, il pèse ça. Dites-moi en grammes combien pèse ce fromage. On va dire que c'est du gruyère, parce qu'il a des trous. Et combien pèse ce fromage-là. Ok ? À vous de calculer. On se retrouve après pour la correction. Alors, on va corriger le 5. Le kilogramme est 1000 fois plus grand que le gramme. Oui, regardez si on revient ici. 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc, c'est vrai. Oups, je vous mets la lettre. Le A, c'est vrai. On va aller voir le B maintenant. Un hectogramme équivaut à 100 grammes. Un hectogramme, c'est 100 grammes. Oui, tout à fait. Si vous l'avez mis dans votre tableau, vous en êtes sûr. Un hectogramme, c'est 100 grammes, c'est vrai. Le gramme est 1000 fois plus petit que le kilogramme. Le gramme est 1000 fois plus petit que le kilogramme. Alors, comment on fait pour ça ? Le gramme, 1 gramme, c'est 1000 fois plus petit qu'un kilogramme. Eh bien oui, puisque 1 kilogramme, c'est 1000 fois plus grand qu'un gramme. D'accord ? On vous dit juste l'inverse là. Donc c'est aussi vrai. Est-ce que tout va être vrai ? Une tonne, c'est 1000 kilos. Une tonne, c'est 1000 kilos. Tout à fait. Tout était vrai. Ensuite, on va aller calculer nos fromages. Alors, on nous dit... Voilà, on a des balances. Sur cette balance, le fromage A, on va l'appeler A1. Il fait 1 kg plus 10 grammes plus 100 grammes plus 100 grammes. Moi, je veux mon résultat en grammes. Donc, je ne vais pas m'amuser à transformer les 10 grammes et les 100 grammes en kilos. C'est mon kilo, il faut que je le transforme en grammes. 1 kilo, c'est 1000 grammes. Donc, j'ai 1000, d'accord ? Mon 1 kg, c'est 1000 grammes. Si vous voulez, je vais vous mettre grammes. Voilà, 1000 grammes. Donc, mon 1 kg, 1 kg, c'est 1000 grammes. Plus 10 grammes. Plus 100 grammes. Plus 100 grammes. Ce qui nous fait 1000 plus 10 plus 100
plus 100, 1210 grammes. Attention, on ne peut pas ne pas mettre grammes, hein. Sinon on ne sait pas de quoi on parle. Vous imaginez si c'est 1200 kilos? Vous imaginez la taille du fromage, ce serait énorme. Donc 1200 grammes, évidemment. Même chose pour ce petit fromage-là, même ce gros fromage-là, puisque vous avez vu qu'il pèse déjà 3 kilos. Donc 1 kilo, c'est 1000 grammes. Donc 1000 grammes, plus 1000 grammes, plus encore 1000 grammes, plus 200 grammes, plus 50 grammes. Cela nous fait, là on peut le faire de tête ça, hein, 1000 plus 1000 plus 1000, 3250 grammes. Donc le premier fromage pèse 1210 grammes et le deuxième pèse 3250 grammes. D'accord? Si on veut aller plus loin, on pourrait dire même que ça fait 1 kg 210 et 3 kg 250. Mais ça, il faudrait le mettre dans un tableau, c'est pour aller plus loin. Un autre exercice, vous avez même chose des poids, d'accord? Ça c'est très utilisé sur certaines balances, enfin c'est très utilisé, c'était très utilisé avant. Peut-être que vous avez ça à la maison d'ailleurs. Quelle masse marquée utiliserais-tu pour peser? Donc, vous avez vu qu'ici, en fait, c'est une addition de poids qu'on va mettre sur une balance, un petit peu comme la balance d'ici, d'accord? On a des petits poids qu'on va mettre sur une balance, et puis quand c'est à l'équilibre, d'accord? Eh bien, ça veut dire qu'on a trouvé le bon poids. Donc, c'est comme l'histoire des pièces. Je vais utiliser quoi comme petit poids, là, pour faire 336, pour faire 875, 477 et 774. Est-ce que je vais utiliser le poids de 500 plus un poids de 5 et un poids de 10 pour faire 336? Non, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme poids? D'accord? Donc, à vous de me dire ça. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve après pour la correction. Ok, donc on va y aller. On doit, pour le premier, faire 336 grammes. Donc on va commencer par 300 jusqu'à 30 et 6. D'accord? 336, donc comment je vais faire 300 kilos? Il va me falloir un poids de 200, un poids de 100 pour faire 300. D'accord? Donc j'ai 300 grammes, il me reste 36. Pour faire 36, je vais aller prendre un poids de 20. Et je vais aller prendre un poids de 10. Attention, il n'y a que 2 poids de 10, hein, donc vous pouvez pas en prendre 3. Hein. Donc 20 grammes plus 10 grammes. Et ensuite, je dois faire 6. Donc je vais prendre 5 grammes plus 1 gramme. Attention, on n'a vraiment que cela. On n'a pas une deuxième boîte. D'accord? Donc je ne peux pas prendre 2 de 5 grammes par exemple. J'en ai qu'un. D'accord? Faites bien attention à ça. Et j'ai bien 336 grammes de farine. Pour le B, pour faire 875 grammes de sucre. Donc pour faire 800, je vais aller prendre le gros poids de 500 grammes. Plus un poids de 200 grammes. Donc j'ai 700 grammes, il me faut 800. Je vais aller prendre un poids de 100 grammes. Maintenant, il me reste 75 à faire. Donc je vais aller prendre un poids de 50. Un poids de 20. Donc j'ai 70. Et il me reste 5 grammes. Je vais aller prendre un poids de 5 grammes. Je ne vais même pas m'embêter. Et j'aurai bien 875 grammes de sucre. Vous comprenez un peu à quoi ça sert? Notamment pour les recettes. Très important. 477 grammes de beurre. Pour faire 400, je vais aller prendre un poids de 200. Plus un poids de 100 et un poids de 100. J'aurais pu prendre un deuxième de 200, mais j'en ai pas dans la boîte. J'en ai qu'un. Donc c'est pas grave, je vais aller prendre les 2 poids de 100. Pour faire 77, je vais aller prendre un poids de 50 grammes. Un poids de 20 grammes. Et il me reste 7. Un poids de 5 grammes. Et un poids de 2 grammes. J'ai bien 477 grammes de beurre. Enfin, pour faire 774 grammes de chocolat, je vais aller prendre un poids de 500 grammes, plus un poids de 200 grammes. J'ai 700. Pour faire 74, il me faut
un poids de 50, un poids de 20, un poids, alors là pour faire 4, c'est bon, j'ai 2 poids de 2 grammes, donc ça va être bon. 2 grammes plus 2 grammes, et j'ai bien 774 grammes de chocolat. Ok? Donc ça, on va continuer de travailler dessus, puisque notamment pour les recettes, c'est très important. On va passer à l'anglais, vous allez aller voir la petite vidéo du jour de The Rich Morning Show. Vous allez la voir, même chose que d'habitude, vous cliquez dans la description, je vous ai mis le lien. Et ensuite, vous revenez pour qu'on parle du vocabulaire à retenir. Ok, j'espère que tu es allé voir la vidéo. Donc, le vocabulaire d'aujourd'hui, wake up, réveille-toi. The name of today's game is. Le nom du jeu d'aujourd'hui est to score a goal, marquer un but. What's your name, que vous connaissez déjà, comment t'appelles-tu? Where are you from, d'où viens-tu? Are you ready? Es-tu prêt? Et you won, tu as gagné. Donc, ce vocabulaire à apprendre par cœur. On passe à la suite, on passe à la grammaire. Vous allez faire ce premier petit exercice. Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, donc vous avez une phrase déclarative, d'accord, avec une majuscule et un point, qui déclare quelque chose. Nous ne savons pas où dormir ce soir. Et que vous devez transformer en phrase interrogative. Même chose pour les 4 ici. Donc je vous laisse mettre pause et on corrige juste après. On corrige. Alors, nous ne savons pas où dormir ce soir. Comment transformer cela en question? Eh bien, tout simplement, on peut aller chercher le verbe. Nous ne savons pas où dormir ce soir. Savez-vous où dormir ce soir? D'accord? Alors, moi, j'ai un peu triché. J'ai utilisé vous. On pourrait dire savons-nous où dormir ce soir? Mais ce sera un petit peu bizarre, d'accord? Et si vous l'avez mis, c'est bon. Vous nous direz comment vous comptez faire. Comment comptez-vous faire, d'accord? On reprend ici. Vous nous direz comment vous comptez faire. Eh bien, comment vous comptez faire? Mais comment vous comptez faire, c'est pas très français. Il vaut mieux inverser. Comment comptez-vous faire? On inverse le sujet et le verbe. On se demande quand les travaux seront finis. Donc, on pourrait dire quand les travaux seront finis. C'est pas très français. Quand les travaux seront-ils finis? D'accord? On inverse le sujet et le verbe. On pourrait dire quand est-ce que les travaux seront finis? D'accord? Mais c'est pas très très joli. Je suis en train de repenser à la phrase du haut. Nous ne savons pas où dormir ce soir. On pourrait dire où pourrons-nous dormir ce soir? D'accord? Si vous avez mis ça, c'est bon aussi. De toute façon, pour transformer en interrogation, il y a plein de possibilités. Je ne vois pas combien de lapins courent sur l'herbe. Vous avez vu là? Je ne vois pas combien de lapins courent sur l'herbe. Donc on pourrait dire combien de lapins courent sur l'herbe? Ce serait pas au top du top. Donc, on pourrait dire voyez-vous combien de lapins courent sur l'herbe? Dans l'herbe? D'accord? Voyez-vous? Je ne vois pas. D'accord? On pourrait mettre plein d'autres possibilités. D'accord? Là, à chaque fois, je vous en donne une. Mais moi, j'attends de voir surtout vos photos pour voir ce que vous avez proposé. Ok? Ensuite, colorer le verbe en rouge. J'écris son infinitif. Donc, vous pouvez souligner au lieu de colorier, c'est vous qui voyez. Colorer le sujet en bleu et colorer en vert les CCT, CCL, CCM. On se rappelle ce que c'est les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière. En jaune, les COD. En orange, les COI. D'accord? Donc, vous avez tous écrit une couleur normalement. Écrivez bien dessous COI, COD quand même. Et on va voir ça ensemble. Donc, vous mettez pause et après, on corrige.
Alors, moi, je vais faire au mieux avec l'ordinateur. Donc, colorie le verbe en rouge. Pendant ses congés, notre voisin fait des travaux dans sa maison. Pendant ses congés, notre voisin ne fait pas de travaux. Donc, voilà le rouge. Je vais mettre plus épais peut-être pour que vous puissiez bien voir. Ok. Écris son infinitif. On n'oublie pas de faire toutes les consignes. L'infinitif, il s'agit de faire des travaux. Colorie le sujet en bleu. Alors, où est-ce qu'il est mon sujet de fait? Qui est-ce qui fait des travaux? C'est notre voisin. Donc, je vais mettre ça en bleu. Colorie en vert les CCT, CCL, CCM. Et en jaune les COD, en orange les COI. Alors, qu'est-ce qui me reste dans ma phrase? Pendant ses congés. Pendant ses congés, ça nous dit quoi? Ça nous dit quand est-ce que ça se passe, ça? Quand est-ce qu'il fait des travaux? Pendant ses congés. Complément circonstanciel de temps. Oui, de temps. Donc, je mets ça en vert. Et c'est un complément circonstanciel de temps. D'accord? Moi, je ne peux pas l'écrire, j'ai pas d'espace. Mais complément circonstanciel de temps. J'espère que vous avez bien noté. Il me reste des travaux dans sa maison. Alors, mon voisin, il fait quoi? Des travaux. Donc, si je peux dire la question quoi, c'est un COD. Donc, on va le colorier en jaune. Et il fait des travaux où? D'accord? Ça répond à il fait des travaux où? Il fait des travaux dans sa maison. Dans sa maison, c'est un complément circonstanciel de lieu. Voilà pour la première. Les orages ont été violents dans certaines régions. On va chercher le verbe. Les orages n'ont pas été violents. Attention, nous savons du passé composé. D'accord? Donc, ont été, c'est le verbe. Ont été, c'est le verbe quoi? Il faut être violent. D'accord? Donc, c'est le verbe être. Les orages ont été violents dans certaines régions. Le sujet. Qui est-ce qui ont été violents? Les orages. Alors, il me reste violent dans certaines régions. Les orages, ils ont été... On peut se poser deux questions. Soit on se dit, ils ont été comment? Soit on se dit, ils étaient quoi? En gros, je peux me dire que soit c'est une manière d'être, violent, soit ils ont été quoi? Et là, je dois revenir à la leçon sur les compléments circonstanciels qui me dit les compléments circonstanciels, je peux les supprimer et les déplacer. Est-ce que je peux dire les orages ont été dans certaines régions? Ça veut rien dire. Est-ce que je peux dire violents les orages ont été dans certaines régions? Ça me paraît bizarre. Est-ce qu'on peut mettre les orages ont été dans certaines régions violents? Ça pourrait se dire, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme on dit. D'accord? Donc, soit on dit que c'est un COD, ils ont été quoi? Violents. Et c'est ce qu'on va mettre, d'ailleurs. Puisqu'en fait, je pense qu'il s'agit d'un complément essentiel. Sauf que ça, vous ne l'avez pas appris. Donc, si vous avez mis COD, ou si vous aviez mis complément circonstanciel de manière, vous allez compter juste. D'accord? Dans certaines régions, ça répond à quelle question? Ça répond à la question où ils ont été violents. Dans certaines régions, complément circonstanciel de lieu. Où ça? Dans certaines régions. Phrase suivante. Ce grand-père raconte des histoires à ses petits-enfants chaque soir. Ce grand-père ne raconte pas. Le verbe, il s'agit de raconter. Qui est-ce qui raconte des histoires? C'est ce grand-père. Alors, il me reste des histoires à ses petits-enfants chaque soir. Des histoires. Ça répond à quelle question? Il raconte quoi? Il raconte des histoires. COD. Il raconte à ses petits-enfants. Il raconte à qui? D'accord? À qui, c'est un COI. À qui? Avec la préposition. D'accord? Adam part pour un verre avec 206 souches et du sûr, on se rappelle. Donc, à qui? À ses petits-enfants. Et chaque soir, ça répond à quelle question? Ça répond à quand? Quand est-ce qu'il fait ça? Chaque soir. Complément circonstanciel de temps.
On passe sur la dernière. Manges-tu une compote ou un yaourt? Alors, le verbe c'est mange. Qui est-ce qui mange? C'est tu. D'accord? Là, c'est une question, donc c'est un petit peu bizarre, mais manges-tu une compote ou un yaourt? Ça répond à quelle question? Manges-tu quoi? D'accord? On pourrait dire tu manges quoi? Une compote ou un yaourt? Donc, si on peut dire tu manges quoi, c'est un COD. Tout simplement. Ah, pardon, j'ai oublié un morceau de la consigne qui me disait de me donner l'infinitif de mange, que vous connaissez tous, c'est manger. On passe à la dictée bilan. Donc, je vous laisse écrire dictée bilan. Je vais vous la lire et ensuite je vais vous la dicter tranquillement. La rivière semblait morte. Ses eaux, habituellement transparentes, charriaient encore de nombreuses nappes du produit toxique. Les poissons morts avaient été recueillis dans de grands filets, mais il en restait encore quelques-uns qui flottaient le ventre à l'air. Sur l'eau comme sur les berges, tout était désolation. L'usine responsable du désastre avait annoncé sa volonté de réparer les dégâts. D'accord? Alors je vais juste vous donner charrier. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait encore beaucoup de poissons à l'intérieur. Donc je vous le donne parce que c'est pas facile et on l'a pas vu dans la semaine. Ok, on y va. La rivière semblait morte. La rivière semblait morte. La rivière semblait morte. Point. Ces eaux. Alors c'est de l'eau, hein. Ces eaux. Ces eaux, virgule. Habituellement transparentes. Ces eaux, virgule. Habituellement transparentes. Ces eaux, virgule, habituellement transparentes, virgule, charrier, vous l'avez écrit en haut, charrier encore, de nombreuses nappes, charrier encore de nombreuses nappes du produit toxique. Charrier encore de nombreuses nappes du produit toxique. Point. Les poissons morts. Les poissons morts avaient été recueillis. Avaient été recueillis dans de grands filets. Dans de grands filets. Virgule. Mais il en restait encore. Mais il en restait encore quelques-uns. Mais il en restait encore quelques-uns qui flottaient, virgule, qui flottaient, virgule, le ventre en l'air. Le ventre en l'air. D'accord? Quand les poissons sont morts, ils sont le ventre en l'air. Le ventre en l'air, point. Sur l'eau, virgule. Sur l'eau, virgule. Comme sur les berges.
comme sur les berges, virgule, tout était désolation. Tout était désolation. Point. Tout était désolation. Point. L'usine responsable du désastre, l'usine responsable du désastre avait annoncé sa volonté. L'usine responsable du désastre avait annoncé sa volonté de réparer les dégâts. Point. L'usine responsable du désastre avait annoncé sa volonté de réparer les dégâts. Point final. Je vais la relire en entier. La rivière semblait morte. Point. Ses eaux, virgule, habituellement transparentes, virgule, charriaient encore de nombreuses nappes du produit toxique. Point. Les poissons morts avaient été recueillis dans de grands filets, virgule, mais il en restait encore quelques-uns qui flottaient, virgule, le ventre en l'air. Point. Sur l'eau, virgule, comme sur les berges, virgule, tout était désolation. Point. L'usine responsable du désastre avait annoncé sa volonté de réparer les dégâts. Point final. Alors, je vais vous laisser relire tranquillement. Vous gérez, vous mettez pause. Et puis, quand vous pensez que vous avez tout bien relu, je vais vous afficher la dictée. Je vous affiche la dictée. Donc, je ne vous ai pas souligné les verbes, etc. parce qu'il y en a beaucoup. Là, déjà, vous allez essayer de corriger. Vous allez voir combien vous avez fait d'erreurs. Là, c'était assez compliqué. Il y avait des mots vraiment pas faciles. Nappe, recueilli, quelques-uns, désolation, le désastre, les dégâts, etc. Donc, vous essayez de voir et de bien corriger, de bien essayer de photographier les mots pour lesquels vous avez fait des erreurs. Et ensuite, on pourra continuer. On passe au calcul posé. Je vous laisse tranquillement faire ces deux opérations et on se retrouve après pour la correction. Calcul posé, donc il s'agit de 481 fois 148. Je le pose directement. Donc on a vu hier comment on faisait quand il y avait 3 chiffres en bas, que c'est la même façon de faire, mais qu'il faut juste être bien organisé. On y va. On commence avec le chiffre des unités 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 8, 64. Je pose le 4, je retiens 6. 8 fois 4, 32, plus 6, 38. Première ligne terminée. Je passe au chiffre des dizaines. Donc je vais commencer sous les dizaines, je mets un 0 dans les unités. 4 fois 1, 4. 4 fois 8, 32. Je pose le 2, je retiens 3. 4 fois 4, 16, plus 3, 19. Et je vais passer maintenant aux centaines. Hop, je vais prendre du noir. Centaines, donc je vais commencer ici, sous les centaines, donc ce qui me permet de mettre 2 zéros là. Et on y va. 1 fois 1, 1. 1 fois 8, 8. 1 fois 4, 4. J'additionne tout le monde.
8 plus 0 plus 0, 8. 4 plus 4 plus 0, 8. 8 plus 2 plus 1, 11. Et je retiens 1. 9 plus 1, 10. Plus 3, 13. Plus 8, 21. Je retiens 2. 2 plus 1 plus 4, 7. Ce qui nous fait 71 188. On corrige maintenant la division. 17 312 divisé par 20. La table de 20, est-ce qu'on l'écrit? 20 fois 1, 20. À chaque fois, je rajoute 20. Donc, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Aïe, je vais trop avoir de place. 180 et x 10, 200. Ouf, ça passe juste. Alors, par quoi je commence? Est-ce que je commence par le 1? Non, c'est trop petit, c'est plus petit que 20. Est-ce que je commence par 17? Non, c'est trop petit, c'est plus petit que 20, donc je vais commencer par 173. Qu'est-ce qui, dans la table de 20, se rapproche le plus de 173 sans le dépasser? Eh bien, c'est x 8. Ce qui me permet d'enlever 160. Il me reste 13. Je vais baisser mon 1. Maintenant, dans la table de 20, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 131 sans le dépasser? C'est x 6, ce qui me permet d'enlever 120. 1 moins 0, 1, 3 moins 2, 1, 1 moins 1, 0. Je baisse mon 2, 112. Qu'est-ce qui dans la table de 20 se rapproche le plus de 112 sans le dépasser? C'est x 5 qui fait 100, donc j'enlève 100. Il me reste donc 12. Est-ce que 12 est plus petit que 20? Oui, donc ma division est terminée. Cela fait 865. Reste 12. Un petit problème, comme chaque jour, Logix prend l'avion pour Tahiti. Il décolle de Paris lundi à 14h50. Le vol dure 23 heures. Quel jour et à quelle heure l'avion atterrit-il à Tahiti? Donc là, c'est comme si on prenait un petit peu de vacances. Je vous laisse calculer ça de la manière que vous voulez, comme vous voulez. Mais juste, il faut me donner une réponse. On se retrouve après pour la correction. On corrige le problème des vacances de Logix qui va prendre l'avion pour Tahiti. Donc, il va décoller de Paris à 14h50 et c'est un lundi. Le vol va durer 23 heures. Il va arriver à quelle heure et quel jour? Plusieurs techniques ici. Vous pouvez utiliser la technique que l'on veut. La plus simple, peut-être que vous l'avez vu, c'est de se dire que vous savez qu'une journée, c'est 24 heures. D'accord? Une journée, c'est 24 heures. Donc, si je rajoute une journée pile, ça nous fera mardi à 14h50. Si je rajoute une journée pile. Sauf qu'au lieu de rajouter une journée pile, j'ai rajouté une journée et enlevé une heure. Ce qui va nous faire 13h50. La plus simple à utiliser. D'accord? Peut-être que vous avez compté sur vos doigts. On peut aussi se dire que 14h50 plus 23 heures, ça va nous faire quoi? Si on calcule et qu'on fait des heures qui n'existent pas, donc ça va faire 50 minutes. Et 14 plus 23, ça nous fait 3 plus 4, 7. 2 plus 1, 3. Ça nous fait 37h50. Ça n'existe pas, cette heure-là. Donc maintenant, je peux enlever 24 heures. Je vais enlever une journée. Comme ça, on va passer à mardi. Donc on aura toujours nos 50 minutes. 7 moins 4, 3. 3 moins 2, 1. Et on trouve aussi 13h50.
D'accord? Donc, l'avion va atterrir, attention au mot atterrir qui prend 2T2R, va atterrir à 13h50 le mardi. Enfin, comme chaque jour, on n'oublie pas d'aller vérifier sa petite plantation. Donc même chose, on refait le tableau, on écrit la date, on fait le dessin du jour, du pot témoin, du pot test. On écrit une petite trace sur ce que j'observe, ce qui a changé par rapport à hier. La taille, si je peux prendre la taille, mais à mon avis c'est un petit peu petit. On n'oublie pas d'arroser un petit peu. On touche avec ses doigts. Si on pense que c'est un petit peu sec, on met un petit peu d'eau. Si on pense que s'il y a trop d'eau, on n'en met pas plus, sinon on va noyer la graine. Et une petite vidéo silence ça pose d'1 heure à aller regarder, donc je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Et quand ce sera fait, on aura terminé. N'oubliez pas de m'envoyer votre travail. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.